Bon matin, je m'appelle Tyler McCann et je suis directeur général de l'Institut canadien des politiques agroalimentaires. Je veux commencer avec une reconnaissance territoriale. Je vous rejoins d'Ottawa, situé sur le territoire traditionnel non cédé, non abandonné du peuple algonquin Anishinaabe. N'importe où nous sommes à travers le pays, nous reconnaissons que nous avons tous et toutes la responsabilité de faire avancer la réconciliation et que l'agriculture et les aliments ont un défi et des possibilités spéciales étant donné le rôle qu'ils ont dans le Canada. Cette cohorte de boursiers doctoraux est composée de Maria Carolina Romero Pereira, qui est étudiante de doctorat en gestion de durabilité à l'Université de Waterloo, et elle détient une maîtrise en génie environnemental et gestion de projets de l'Université de Leeds. Luther Attager est un avocat qui a étudié à la faculté de droit à l'Université McGill et comme chercheur de doctorat, sa recherche est axée sur l'intersection du droit commercial international et protection environnementale. Sa thèse explore le processus par lequel les États membres de l'OMC créent une autonomie de réglementation élargie au-delà des limites perçues de l'OMC pour adopter des mesures de politique commerciale qui ont des objectifs de protection environnementale. Melat Ade est étudiante de doctorat à l'Université de la Saskatchewan et elle fait de la recherche concernant les innovations en matière d'agriculture et de chaînes d'approvisionnement agroalimentaire. Elle est aussi agente de recherche avec le gouvernement de la Saskatchewan. Et finalement, euh, nous avons aussi Kushank Rajaj, qui fait de la recherche à l'Université de la Colombie-Britannique à des échelles multiples. Il va du global à l'hyperlocal et il veut faire de la recherche concernant la résilience des systèmes alimentaires. Il ne peut pas nous rejoindre aujourd'hui, mais il est une partie essentielle de la cohorte de boursiers doctoraux. Aujourd'hui, l'équipe va présenter les résultats concernant leur document en groupe qui s'appelle Une feuille de route pour soutenir la prise de décision sur la mise en œuvre de l'agriculture verticale au Canada. Et avant de commencer, je voudrais remercier ceux qui soutiennent le webinaire d'aujourd'hui. On a la RBC Fondation à travers l'initiative Techno Nature RBC et une partie de l'initiative de l'ICPA à l'avant-garde des solutions durables. Et on a aussi le programme d'agrocompétitivité, d'agriculture et agroalimentaire Canada. Le soutien de bailleurs de fonds tels que ceux-ci font le travail de l'ICPA possible. Et si vous voulez faire un partenariat avec l'ICPA, veuillez nous contacter, on veut travailler avec vous. Au nom de l'ICPA et des boursiers doctoraux, je voudrais reconnaître la contribution de quatre membres du comité consultatif d'experts qui ont fourni leur rétroaction. Cam Dahl, gestionnaire général du Manitoba Pork Council, Lisa Ashton des Grain Farmers of Ontario, Lenore Newman, professeure agrégée et chaire de recherche du Canada à l'Université de la Vallée Fraser, et Ted Bilia, ancien vice-président de Maple Leaf Food et boursier distingué de l'ICPA. Carolina, je te prie. Plutôt
Mélat. Merci, Tyler. Je voudrais parler de la feuille de route pour soutenir la prise de décision sur la mise en œuvre de l'agriculture verticale au Canada. Prochaine diapo, je vous prie. J'espère que vous puissiez tous et toutes voir les diapos. Oui, vas-y, je te prie. Prochaine diapo, je vous prie. Donc, l'agriculture verticale utilise des configurations pour élever les cultures de façon verticale et peut avoir lieu en plein air, semi-contrôlé ou des environnements hautement contrôlés. On peut avoir des configurations verticales des cultures et on utilise des technologies pour produire des cultures de façon continue. On a une question de recherche principale. Quels sont les pas nécessaires pour prendre des décisions si l'agriculture verticale était élargie à mesure que les solutions qui veulent aider les systèmes alimentaires au Canada deviennent plus durables? Donc, on avait plusieurs objectifs dans la méthodologie. Identifier des possibilités pour produire des fruits et des légumes au niveau local au Canada, identifier le côté environnemental, socio-économique et commercial pour élargir l'agriculture verticale au Canada et créer une feuille de route. On, on a fait l'identification des considérations et en créant une feuille de route pour soutenir la prise de décision et on a développé cette feuille de route en fonction des principes de gestion adaptative, par exemple. Merci. Alors, l'une des choses que nous avons explorées fut la raison clé pour adopter l'agriculture verticale au Canada. Et les raisons clés sont les inquiétudes en matière de sécurité alimentaire qui viennent de perturbations aux chaînes d'approvisionnement qui posent des risques à des pays qui dépendent nettement d'importations. Le Canada ne fait que des exportations, mais a besoin d'importations pour les fruits et les légumes. De 60 à 80% d'entre eux sont importés au Canada et donc ceci affecte la sécurité alimentaire si l'on a des perturbations aux chaînes d'approvisionnement qui affectent les fruits et les légumes. La dépendance aux importations affecte les choses de différentes façons. Les apports ont des coûts qui augmentent, les prix des fruits et des légumes se voient affectés et des choses, on a par exemple des carences de main-d'œuvre dans les pays desquels on fait les importations. On a aussi l'aspect de perturbations à la chaîne d'approvisionnement qui viennent des perturbations au transport, à la logistique des transports, parce que les fruits et les légumes sont hautement périssables et si on affecte la chaîne d'approvisionnement, on a des pertes terribles et on a des vulnérabilités relatives au commerce qui sont très importantes dans des pays qui dépendent de sources très limitées d'approvisionnement. Dans le Canada, on a un pourcentage important de fruits et de légumes qui viennent des États-Unis, surtout la Californie ou du Mexique, et donc la portée de l'approvisionnement se voit limitée à l'Amérique du Nord. Et c'est encore pire pour
des communautés septentrionales éloignées à cause des défis auxquels font face ces communautés de longue distance et la période de temps qui passe entre le pays d'origine et les destinations de ces pays, de ces communautés éloignées. Et les conséquences des chocs au prix et l'inflation, et l'inflation étant encore pire dans les communautés septentrionales, cela affecte beaucoup les choses. Inaudible, l'interprète s'excuse. Donc, l'agriculture verticale est l'une des options pour améliorer la durabilité de la chaîne d'approvisionnement à travers la production locale et Carolina va parler des choses que l'on est en train de mettre en œuvre côté technologique. Merci beaucoup, Luther. Donc, côté considération environnementale de l'agriculture verticale, on a des environnements hautement contrôlés. Donc, on se fonde sur la technologie, la lumière artificielle, par exemple, et on veut assurer avec cela des conditions environnementales optimales pour les cultures. Mais ces systèmes d'agriculture sont au début du développement et les technologies continuent à évoluer. Donc, on veut améliorer l'utilisation et la performance. L'agriculture verticale dépend de facteurs multiples, dépendant d'abord des cultures produites et aussi l'emplacement, les sources d'énergie utilisées, les engrais, entre autres. Idéalement, le rendement environnemental devrait être évalué à travers une approche de cycle de vie et on devrait améliorer la collaboration entre l'industrie et le monde universitaire. On doit évaluer les scénarios futurs et les technologies. On a plusieurs stratégies suggérées dans de différentes études pour améliorer la performance environnementale. D'abord, mettre en œuvre des systèmes hybrides. On commence à voir des configurations verticales de culture dans des serres, par exemple, et les fermes verticales peuvent être ouvertes aux conditions naturelles. On veut aussi mettre en œuvre des systèmes contrôlés de façon dynamique. Dans cette ère d'intelligence artificielle, on peut s'attendre à d'autres avancements. On doit planifier l'agriculture verticale au sein d'un concept d'économie circulaire pour rehausser la circularité des activités économiques. Désolé, l'interprète s'excuse, audio problématique. Je vais maintenant passer le micro à ma collègue pour parler des considérations économiques. Donc, l'aspect social est utile pour une compréhension globale de l'agriculture verticale et sa mise en œuvre et son élargissement. Inaudible, l'interprète s'excuse. On veut faciliter l'acceptation sociale, rehausser l'abordabilité et identifier les barrières auxquelles font face les parties prenantes. On a identifié des perceptions négatives qui pourraient élever des doutes
parce que les consommateurs perçoivent parfois l'agriculture, verticale comme, n'étant pas naturelle, comme nécessitant beaucoup d'énergie, d'utilisation de plastique, comme avant des coûts élevés, comme toute entreprise de démarrage. Donc, pour ces enjeux, faut investir à l'éducation et à l'exposition parce que la recherche montre que les consommateurs manquent de connaissances et ils peuvent, décider que, par exemple, le naturel est quelque chose de meilleur. Ils peuvent former des perceptions et prendre des décisions qui pourraient ne pas inclure tous les facteurs. Si l'on comble, les brèches chez les consommateurs, on pourrait améliorer la situation de l'agriculture verticale. Par exemple, on doit, souligner les avantages, de réduction dans l'utilisation d'eau, une protection, qui se produit à niveau annuel. On utilise moins d'engrais, on a des fruits et des légumes frais, les coûts de transport sont faibles. Et on doit reconnaître aussi, que l'on pourrait avoir une perturbation à l'agriculture traditionnelle et une perte d'emplois, potentiels, mais on améliorerait la sécurité alimentaire et le développement communautaire d'un autre côté. Donc c'est des considérations que l'on doit prendre en compte. Merci Mela, donc toutes ces considérations que nous avons explorées, les aspects environnementaux, les considérations socio-économiques, en fait, nous mènent à parler l'enjeu du soutien gouvernemental. On a des défis, par exemple, on a eu récemment des faillites qui ont impliqué quelques-unes des fermes verticales qui ont commencé surtout dans les États-Unis et récemment en Europe. On a pris en compte les défis auxquels font face, les fermes, verticales. C'est coûteux et on pourrait avoir des incitatifs à ces investissements si les producteurs continuent à faire face à la concurrence d'importation et tout ceci crée un environnement d'affaires difficile pour le secteur. Surtout pour ceux qui font des investissements dans les communautés éloignées, où les conditions pour les investissements ne sont pas idéales. Beaucoup de ces enjeux sont relatifs à un manque d'infrastructures, à des défis avec l'attraction de main-d'œuvre, qualifiée. Les communautés éloignées septentrionales se fondent sur une génération d'électricité problématique et ceci veut dire essentiellement que le coût d'investir en ferme verticale est élevé, même dans des communautés septentrionales où cela peut être encore plus élevé et ceci ne serait pas un incitatif pour les investissements et les avantages que l'on voit dans l'agriculture verticale ne sont pas considérés. Donc nous pensons qu'il existe une raison forte pour, le soutien du gouvernement. Beaucoup de flexibilités peuvent être explorées dans les fermes verticales, mais nous reconnaissons aussi que l'enjeu du gouvernement du sout et son soutien, surtout dans un gouvernement où les subventions sont considérées négatives pour la productivité. Ceci limite, l'espace, de politique en vertu des règlements de l'OMC. Donc on a identifié des domaines spécifiques où les fermes verticales pourraient, se voir avantagées. On doit avoir, du soutien pour la recherche et le développement. C'est une technologie en évolution et beaucoup de choses
évolue très rapidement et les politiques adoptées peuvent devenir, désuètes d'un jour à l'autre. Donc l'implication active des parties prenantes dans le secteur agricole, dans la recherche et le développement pour soutenir la recherche en matière, d'agriculture verticale pourrait aider, cette technologie et ce pour maintenir le Canada à l'avance dans l'évolution technologique. On doit aussi penser au soutien pour l'infrastructure, surtout, avoir une énergie propre et efficace par rapport aux coûts dans les communautés du Nord qui pourrait réduire, les coûts de l'agriculture verticale et c'est surtout le cas dans les communautés septentrionales où l'énergie, propre pourrait prendre, le rôle, d'énergie qui ne le sont pas. On est déjà en train de mettre, en œuvre, des soutiens d'énergie propre au nord. On a mis en œuvre des initiatives pour soutenir le système agricole canadien et nous pensons à comment ces soutiens peuvent être, spécifiques, aux fermes verticales pour assurer leur durabilité. On a aussi des soutiens dans les règles de l'OMC pour rémunérer, les normes environnementales et on pourrait adopter l'énergie propre, ce qui donnerait du soutien gouvernemental, peut-être, qui couvrerait une partie du coût du fait que l'on passe à une énergie propre et tout cela pourrait aider à soutenir les fermes verticales. Donc, on a pris nos résultats au niveau environnemental, socio-économique et de politique commerciale pour voir comment élargir, l'agriculture verticale au Canada. On a utilisé des principes de gouvernance adaptative et de gestion adaptative pour créer une feuille de route pour la prise de décision, assurant que ces processus de prise de décision puissent aider dans l'évolution de l'agriculture verticale au Canada. On veut impliquer de différentes parties prenantes à de différentes échelles et on veut permettre de la flexibilité pour concevoir des solutions adéquates pour les contextes qui changent de façon continue. Alors, voici une version simplifiée de la feuille de route que nous avons conçue. Donc, la prise de décision et la gestion doivent se fonder sur de différents pas, mais l'on doit mettre en œuvre des technologies, quoi qu'on ne connaît pas l'incidence de technologies en développement. Donc cette incertitude nécessite de poser les questions correctes qui sont abordées à travers les inquiétudes politiques. C'est pour cela que tout d'abord, le point de départ dans la feuille de route est de définir les choses. C'est-à-dire quelle est l'importance de mettre en œuvre l'agriculture verticale qui fait face, aux résultats désirés dans les systèmes alimentaires durables au Canada. Après cela, nous devons permettre la participation et collaboration de différentes parties prenantes à de différents niveaux, parce que les personnes ont de différentes connaissances, de différentes perspectives et c'est une stratégie clé dans la gestion pour réduire l'incertitude, raison pour laquelle on identifie l'écoute comme la deuxième étape de la feuille de route, où l'on implique de différents acteurs, de différentes, parties prenantes qui vont soutenir les prises de décision avec leurs connaissances. Et de l'apprentissage, on part
on passe à l'évaluation. On a la navigation qui est inclue dans cette feuille de route et l'évaluation identifiera des échanges quand on met en œuvre l'agriculture verticale au Canada. Après cela, on passe à la conception pour trouver des façons de minimiser, plutôt c'est la gestion où l'on minimise euh, ce qui doit être donné afin de recevoir. Et après cela, on a la conception de la feuille de route. Et ceci ferme la boucle de cette stratégie de gestion. Et c'est là où l'on voit les résultats de la feuille de route et on passe à penser au prochain niveau de l'agriculture verticale au Canada. Donc, Luther, peux-tu parler des conclusions? Merci beaucoup. Donc, ce qu'on a essayé de mettre dans le rapport et ce qu'on a présenté ici, en fait, c'est la justification pour soutenir l'agriculture verticale au Canada. La chaîne d'approvisionnement de fruits et de légumes au Canada dépend de plus en plus sur les importations, ce qui expose la chaîne d'approvisionnement à de différentes perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Donc, on a identifié les fermes verticales comme l'une des technologies qui peuvent être explorées pour assurer la résilience des chaînes d'approvisionnement de fruits et de légumes au Canada à travers la production locale. Nous avons aussi pris en compte qu'il existe beaucoup de choses qui doivent être considérées lorsqu'on met en œuvre des fermes verticales. Il faut surtout comprendre la complexité des technologies, prendre en compte la performance environnementale, l'acceptation des consommateurs et l'incidence sur le prix des aliments et les emplacements où ceci est idéal. Et la cible, généralement, est d'avoir des chaînes d'approvisionnement de fruits et de légumes qui sont maximisées quand on fait les choses au niveau local. Donc, on veut du soutien à travers la recherche et le développement et l'infrastructure de l'énergie propre. Et on pense que ces soutiens seraient consistants avec les règles de l'OMC. On aurait moins de perturbations à la chaîne d'approvisionnement et on contribuerait de façon importante à la productivité économique du Canada et à l'autonomie du Canada concernant l'approvisionnement de fruits et de légumes. Espérons que ceci vous ait été utile et nous attendons avec impatience de parler avec vous pendant le reste du webinaire. Merci pour la présentation. On attend avec impatience vos questions. Si vous voulez lire tout le rapport, on a mis le lien dans le chat. Vous pouvez avoir accès à lui dans notre site web. Et si vous avez des questions, veuillez utiliser la fonctionnalité de questions et réponses dans Zoom et on arrivera à vos questions. Mais je voulais passer la première partie à parler de la feuille de route que vous avez partagée. Je pense que c'est un outil utile pour penser à la gestion adaptative concernant la politique. Luther, puis-je commencer avec toi concernant la feuille de route? Comment penses-tu que la feuille de route proposée dans votre rapport peut contribuer de façon positive à l'agriculture verticale? Merci, Tyler. Nous croyons qu'une feuille de route comme celle-ci créerait quelque chose euh, comme une liste de vérification ou une image générale des choses qui doivent être prises en considération lorsqu'on met en œuvre les fermes verticales. Et les politiques peuvent fréquemment profiter d'une perspective élargie qui prend en considération de différents pas, de différents risques et qui identifie aussi de différentes parties prenantes qui sont importantes pour les discussions et la mise en œuvre réussie de ces politiques, raison pour laquelle nous avons aussi incorporé l'idée de la gestion adaptative, parce que la feuille de route est supposée de rendre très possible de profiter des rétroactions et des apprentissages à mesure
que l'on met en œuvre les politiques pour assurer de s'adapter à de nouvelles évolutions. Ceci est très important, surtout lors de la mise en œuvre des fermes verticales, un domaine dans lequel la technologie est en train d'évoluer assez rapidement. Nous pensons donc que la feuille de route va aider les décisionnaires à faire un suivi de ce qui est important, de qui est important et les différents enjeux qui doivent être abordés. Bien évidemment, le trait le plus important est que ceci est adaptable et c'est important que les différents changements qui sont nécessaires dans la mise en œuvre soient faits pour assurer que l'on soit on rattrape l'évolution de la technologie. Même chose pour d'autres entreprises impliquées dans ce secteur. Mais je pense que nous avons ce défi où la feuille de route ou l'utilisation efficace de la feuille de route n'est bonne qu'en fonction des apports. Et Carolina, je voudrais te demander, il s'agit dans le premier pas de définir, d'identifier, de prioriser les résultats désirés que nous voulons dans les systèmes alimentaires et le rôle que les fermes verticales peuvent jouer là-dedans. Que penses-tu? En quelle mesure la réponse est claire aujourd'hui? Est-ce que nous comprenons bien le rôle que les gens veulent des fermes verticales? Je répondrai à cette question à partir de la lecture de documents stratégiques du Canada. De différents documents concernant, parmi d'autres, l'agriculture durable. Et quand on lit ces documents, on voit que l'on souligne des résultats comme la résilience rehaussée des systèmes, une vulnérabilité réduite et l'adaptation au changement climatique. Mais on a aussi une emphase claire sur les résultats par rapport aux gaz à effet de serre et la carboneutralité. On souligne aussi la sécurité alimentaire, axée surtout sur les communautés autochtones et leur autonomie, et l'innovation du secteur agroalimentaire. Je devrais aussi mentionner d'autres éléments que l'on devrait indiquer, qui sont inclus dans ces documents stratégiques. Par exemple, le désir de trouver des solutions fondées sur la nature et le contrôle de nouveaux développements dans les pratiques agricoles pour gérer les risques associés avec leur mise en œuvre. Donc ma perspective est la suivante. Puisqu'il s'agit là de résultats désirés d'un système agroalimentaire élargi, c'est une gamme très ample de résultats désirés. L'environnemental, le socio-économique, sont là au niveau de la durabilité, raison pour laquelle on voulait mettre le premier pas. Penser à cela et prioriser les choses que nous voyons et comment comprendre ou accepter que ces solutions ne pourront pas offrir une solution pour, le tout et on on a parlé de résultats, mais et on parlera des compromis plus tard. Si on n'a pas de spécificité ou beaucoup de clarté par rapport aux résultats priorisés ou ce que nous cherchons, que devons-nous faire? Oui, je pense que la première chose que nous devons examiner est où nous voulons arriver. En 2030 ou en 2050, par exemple, où voulons-nous arriver? Par exemple, quand nous pensons à réduire les émissions, CO2, on a des cibles, on a des engagements au niveau international, mais nous devons aussi penser à l'externalisation de ces impacts sur le pays. Donc, si avec les importations, on commence à augmenter les fruits et les légumes qui sont
produit au niveau local, on augmente le CO2 local, mais si on regarde les choses à long terme, c'est en fait une réduction. Dans les communautés éloignées, on devrait prioriser l'accès à des aliments abordables. Donc oui, on pourrait avoir des inquiétudes côté émissions, mais d'un autre côté, il faut penser à la priorité. Devrions-nous vraiment essayer de fournir une solution pour rehausser la sécurité alimentaire pour ces communautés? Et pourquoi investir, par exemple, dans ce type de solution? Pourquoi les soutenir pour que ces communautés puissent avoir accès à des biens abordables? Donc, c'est le genre de questions que l'on devrait poser dans cette première partie de la feuille de route. C'est très complexe, ce n'est pas simple, c'est très difficile à aborder. On doit avoir un contexte pour les poser, mais finalement, c'est quelque chose d'important parce qu'il s'agit d'un d'une navigation pour prendre des décisions. Malte, Caroline a parlé de poser des questions. Les réponses à ces questions ne viennent pas seulement de décisionnaires au gouvernement, mais aussi d'une communauté de parties prenantes élargies qui sont impliquées. Alors, il s'agit là, dans la feuille de route, d'écouter et de s'impliquer. Et je pense qu'il y a une différence entre la quantité de consultations et la qualité des consultations. Pourrais-tu parler de ce que tu vois comme étant important pour l'efficacité de l'écoute et le rôle que cela joue dans la feuille de route? Certainement. Donc, si on parle de la qualité des consultations, il faut voir en quelle mesure les parties prenantes sont actives. Désolé, inaudible, l'interprète s'excuse. Il faut voir si les parties prenantes veulent participer. Leur engagement élevé doit vouloir dire qu'ils croient que ce qu'ils fournissent est important. L- L'efficacité est mesurée en fonction de l'impact sur la prise de décision. Et désolé, inaudible, l'interprète s'excuse à nouveau, l'audio est problématique. Pendant le développement des politiques, on a des parties prenantes multiples qui pourraient avoir de différentes priorités et intérêts, et ça serait difficile peut-être d'aborder l'efficacité. Les consommateurs pourraient vouloir plus de contrôle réglementaire. On pourrait avoir des coûts plus élevés ou des périodes de temps prolongées. On doit avoir des objectifs clairs et une portée bien définie pour que les parties prenantes comprennent le propos de l'engagement concernant les enjeux ou les décisions considérées et voir comment les apports vont affecter la prise de décision. Une fois que les décisions ont été prises, on doit avoir des conversations de suivi et fournir de la rétroaction aux parties prenantes par rapport à comment leurs apports ont été utilisés et leur parler de possibilités futures d'engagement. Mais je pense que c'est un dossier intéressant où nous avons beaucoup de parties prenantes différentes avec beaucoup d'intérêts différents. Caroline a parlé du fait que c'est très spécifique au contexte, ce qui part de l'importance de l'écoute et de l'engagement aussi. Comment équilibrer ces différents intérêts? Comment est-ce que le gouvernement devrait penser au rôle des différentes parties prenantes quand ils écoutent? Je crois que toute décision nécessitera des compromis et je pense qu'il faut définir les résultats désirés et quel apport de parties prenantes devrait être utilisé pour arriver aux résultats désirés. On aura toujours beaucoup de concurrence pour de différentes ressources, donc c'est le rôle du gouvernement de maximiser le bien pour la majorité des gens parce que
Les parties prenantes sont en train de promouvoir, désolé, inaudible, l'interprète s'excuse. On doit avoir l'apport des parties prenantes, mais je pense que mes collègues peuvent ajouter à cela s'ils le désirent. Oui, Luther, est-ce quand tu réponds à la question et tu parles de l'évaluation aussi qui est le prochain pas, faut comprendre les différents intérêts desquels Mélade vient de parler. On doit bien comprendre comment les évaluer. Est-ce que tu pourrais parler de la composante de l'écoute, mais aussi de l'évaluation et des outils que les gouvernements ont? Je l'apprécierais. Je pense que l'une des considérations clés pour aider le processus à assurer une rétroaction rapide entre les apports des parties prenantes et la mise en œuvre et d'assurer encore une fois que la recherche et le développement sont au rythme de l'évolution de la technologie et assurer que la recherche revienne au processus de décision politique le plus rapidement possible. Je pense qu'une grande inquiétude en ce qui concerne la prise de décision et l'idée où on fait beaucoup de recherches et on est lent à traduire la recherche en résultat. Et donc, je pense que c'est l'un des domaines qui pourrait profiter de la vitesse du point de vue d'avoir des résultats de recherche qui reviennent au processus de décision. Du point de vue d'évaluer ces enjeux, une grande partie est en évolution et beaucoup de normes rentrent en jeu. Les choses ne se sont pas établies encore, mais je pense qu'on peut parler d'enjeux généraux. Par exemple, l'enjeu des incidences environnementales. Je pense qu'on peut tous et toutes être d'accord par rapport à l'énergie et les sources utilisées. On veut évaluer la durabilité des systèmes alimentaires et l'utilisation de l'énergie dans les fermes verticales. C'est intensif par rapport à l'utilisation de l'énergie, mais peut aussi être très durable. Et du point de vue des incidences sociales, nous pouvons penser au fait qu'il existerait des compromis par rapport à ceux qui font de la production à travers la culture traditionnelle. Le défi des producteurs traditionnels, côté importation, sont similaires. Donc, il faut voir comment les fermes verticales peuvent remplacer ou réduire la dépendance sur des producteurs, locaux. Donc, la gestion de ces compromis peut être fait avec la complémentarité entre les producteurs traditionnels et la production des fermes verticales. Mais quand on s'en sort, et on s'en va aux parties prenantes élargies qui impliquent les consommateurs aussi, on veut donner des incitatifs pour, une concurrence plus locale et augmenter le plus possible une concurrence saine avec l'importation et cela réduirait les coûts en assurant l'approvisionnement consistant, même quand, la météo ne permet pas d'agriculture conventionnelle. Nous devons aussi inclure les consommateurs comme partie prenante. Et là, on voit que les compromis sont dans la plupart, des cas, contrés. Caroline, je voudrais que tu nous parles des compromis et passer du temps avec vous 3 à en parler. Parce que quand on pense à la feuille de route, rien n'est facile, mais quand on parle des compromis et de comment les gérer, je pense que c'est la chose la plus, difficile pour les gouvernements.
Alors, que penses-tu de ce contexte des compromis? Encore une fois, on a parlé de la résilience, mais aussi de l'enjeu du coût ou l'enjeu, de l'empreinte environnementale. Alors, comment penses-tu que les décideurs de politique doivent penser au compromis et comment est-ce que la feuille de route peut nous aider avec cela? Merci pour cette question, Tyler. La recherche est le pas clé pour identifier de façon adéquate les compromis, parce que ces compromis varient en fonction du cas, en fonction du système agricole. L'agriculture verticale pourrait avoir lieu non seulement dans des entrepôts, mais aussi dans heu, des conteneurs d'expédition et c'est des facteurs différents. Donc la recherche est clé pour identifier ces compromis et aussi pour travailler avec d'autres parties prenantes, ce qui est clé pour pouvoir trouver des stratégies pour réduire ces compromis potentiels. L'une des choses que l'on doit prendre en considération à l'étape du développement de ces technologies est le fait que ces types, d'agriculture sont des systèmes agricoles et des systèmes industriels en même temps. Ils sont à la limite entre les 2 parce qu'ils veulent, créer des récoltes, mais quand vous voyez comment ils fonctionnent, ils sont plutôt industriels. Ils ont des apports, ils ont de différentes, considérations qui doivent être abordées de la même façon, puisqu'ils sont intensifs par rapport à l'énergie, on aura quelques vulnérabilités qui viennent de cette dépendance sur les apports. Ce n'est On ne va pas cesser de dépendre des importations. On doit avoir une disponibilité d'énergie, d'engrais pour pouvoir continuer à alimenter ces systèmes. Donc l'analyse des compromis devrait être faite main en main avec de différentes parties prenantes, avec la collaboration. On a sans doute besoin d'une collaboration entre l'industrie et le monde universitaire pour faire avancer les connaissances concernant les contributions et les compromis potentiels de ces systèmes et leur durabilité. On devra aussi prendre en compte le fait que ces systèmes peuvent être mieux imaginés comme une façon de créer une répétition au lieu de remplacer d'autres sources de fruits et de légumes. En ce moment, on est limité en agriculture verticale. Pour l'instant, on ne parle que de légumes de sorte, légumes-feuilles. Donc, Tyler, je dirais que c'est une bonne raison ou une bonne façon d'expliquer la raison pour laquelle on a besoin de cette feuille de route pour, prendre des décisions au pas par pas. Et Malad, je voudrais savoir ce que tu penses concernant les compromis aussi, peut-être moins spécifiques à l'agriculture verticale, mais que penses-tu sur, les feuilles routes et l'approche de gestion adaptative? Comment devrait-il considérer les compromis en général? Tout système de production a des avantages et des défis. Quand on prend des décisions, désolé, inaudible. Il faut d'abord définir quel est le résultat désiré. Du point de vue de la sécurité alimentaire, la durabilité environnementale ou d'autres, résultats désirés. Et la question est, quelle approche sera la plus efficace? Et on aura sans doute des compromis.
Et l'on doit penser si la décision va se fonder sur l'efficacité, la durabilité, l'abordabilité, la résilience et d'autres résultats désirables. On devrait donner de la préférence peut-être à un système et non pas à l'autre, surtout quand une nouvelle technologie se développe et peut remplacer d'autres systèmes existants. Donc la transition devrait se passer sans culture si cette technologie est meilleure que l'ancien système. On doit faire attention d'avoir une transition souple. C'est ce que je pense sur les compromis. On va passer à des questions qu'on a reçues de la part des participants. Une à voir avec les compromis et l'utilisation des terres. Carolina, peut-être je vais te poser cette question. Est-ce que la recherche aborde la planification de l'utilisation de la terre et comment cela affecte l'agriculture verticale et a-t-on des PT qui sont à la tête de l'utilisation de l'agriculture verticale? Merci, Tyler. Oui, l'utilisation des terres est un aspect clé à prendre en compte dans l'agriculture verticale et la justification de son utilisation, raison pour laquelle c'est tellement important d'utiliser une approche de cycle de vie parce que l'utilisation des terres ne sera pas limitée à certaines plantes. Dans une ville, disons, il faut aussi considérer la terre qui va fournir l'énergie pour ces technologies, par exemple. Donc, si nous devons réduire les émissions de CO2, on a besoin d'énergie propre, mais il nous faut aussi penser aux implications côté utilisation des terres concernant ces apports. Est-ce que cela récompense ce qu'on essaie de faire quand on pense à réduire l'utilisation des terres? L'autre chose que nous devons prendre en compte est que oui, sans doute, l'utilisation des terres est un aspect clé qui définit le confort et la viabilité et l'accessibilité. Et dans des villes, bien évidemment, on trouvera des contraintes. Peut-être le contexte n'est pas préparé pour introduire l'agriculture dans les villes. Cela est quelque chose qui devrait être examiné et les agriculteurs pourraient faire face à des coûts plus élevés dans l'utilisation de la terre, tandis que quand on regarde des zones périurbaines ou rurales, on pourrait trouver des scénarios plus confortables par rapport au coût de la terre pour ces systèmes d'agriculture. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je pense que cela a répondu à ma question en partie. Passons à une autre question. Est-ce que les changements au programme de gestion de risque seraient nécessaires pour soutenir un secteur d'agriculture verticale robuste? Mais je voudrais te parler d'abord, Luther, puisque tu as travaillé concernant l'OMC, tu as travaillé sur l'enjeu de l'OMC. Est-ce que c'est différent de ce que l'on a dans les systèmes agricoles traditionnels? Sans doute pas directement, mais surtout concernant l'accord sur l'agriculture, il existe beaucoup de flexibilités qui peuvent être explorer parce que l'agriculture verticale est une technologie, mais c'est aussi essentiellement la production d'aliments. Donc, essentiellement, il s'agit d'agriculture. Donc, n'importe quel soutien à l'agriculture est un soutien pour les fermes verticales aussi. On a une portée très élargie en vertu de l'accord sur l'agriculture de l'OMC, surtout le genre de subventions qui sont exemptées de limites de dépenses qui peuvent être explorées pour soutenir les fermes verticales. Donc, la réponse en général est qu'il existe une portée très large, très ample, et c'est là où rentre le soutien à la recherche et la technologie. Et plus récemment, le rapport du groupe
de travail concernant l'accord sur l'agriculture de l'OMC a reconnu, surtout pour les pays en développement, que l'on doit aborder les risques à la sécurité alimentaire. Et l'une des choses qui ont été abordées lors de ces discussions sont d'abord comment comprendre les règles dans le contexte actuel, parce que ceci a été créé dans une ère où l'on avait une production d'excédents. Et maintenant, on est à une ère de carence et d'approvisionnement limité. Et la question se pose si quelques-unes de ces contraintes limite la sécurité alimentaire. Mais en général, il existe un consensus par où on a, on a de l'espace pour plusieurs flexibilités concernant la technologie, l'infrastructure qui est généralement disponible. Et les pays, même les pays en développement, admettent qu'il existe moins de problèmes avec les règles de l'OMC qu'avec leurs limites budgétaires. Donc, la question se pose, comment déployer le soutien d'une façon qui puisse assurer la productivité de l'agriculture locale et la contribution à la productivité économique et à assurer la sécurité alimentaire. Mais je voudrais lier cet enjeu de l'OMC à la question de la gestion des risques d'entreprise, parce qu'il existe beaucoup d'approches qui peuvent être prises, beaucoup plus que ce que l'on peut discuter ici, mais je voudrais en souligner une, la perspective de ce que sont les fermes verticales. Et je pense qu'on a appris des leçons des faillites récentes. Les fermes verticales sont des investissements à long terme. Il ne s'agit pas de génération de flux de trésorerie immédiat. Et donc, on doit évaluer comment les gens vont rentrer dans ces entreprises, par où il faut souligner le long terme par opposition à une génération de flux de trésorerie immédiate. Donc, l'une des choses que l'on peut apprendre côté gestion des risques est de voir de quoi il s'agit. Quelle est la nature du retour sur l'investissement auquel s'attendent les investisseurs? Euh, On commence à recevoir beaucoup de très bonnes questions, mais malheureusement, le temps se termine aujourd'hui. Mais ce que je voudrais faire est de faire un tour et que vous trois, la première, répondiez à la question dans quelle mesure c'est optimiste de voir qu'un gouvernement utiliserait une feuille de route comme celle que vous avez créée autour de l'agriculture verticale aujourd'hui. Malat, es-tu optimiste? Qu'est-ce que le gouvernement le ferait? Je suis optimiste. Il l'utiliserait, surtout dans les communautés septentrionales. Je crois que surtout quand la technologie est développée et d'autres sources d'énergie ont été développées, les choses deviennent abordables et viables du point de vue économique. Et le développement de la technologie serait un intérêt accru dans l'agriculture verticale. Et donc, on utiliserait ces feuilles de route de façon ample. Luther, que penses-tu? Es-tu optimiste par rapport à l'utilisation de ces feuilles de route? Je le crois. Je pense, euh, les gouvernements ont été impliqués à beaucoup de consultations avec les parties prenantes par rapport au développement de politiques. Je pense qu'il existe de l'espace pour améliorer le processus de politique en général et je pense que l'on doit apprendre des leçons par rapport à comment assurer que les perspectives des parties prenantes et de la recherche rentrent dans le processus. Donc, je suis assez optimiste et je suis aussi optimiste en ce qui concerne
les fermes agricoles qui sont complémentaires à la transition vers une énergie verte. On a aussi la question du compromis entre l'agriculture traditionnelle et les fermes verticales et le soutien gouvernemental. Et l'une des choses que l'on peut dire est que le soutien n'est pas exclusif aux fermes verticales. On peut être inclusif par rapport au partage de l'infrastructure et les deux types d'agriculture peuvent se complémenter. Mais l'agriculture verticale a des soutiens spéciaux parce que le Canada n'a pas d'option. L'option de s'impliquer à l'agriculture conventionnelle doit prendre en compte les saisons et les fermes verticales isole la chaîne d'approvisionnement du Canada de la dépendance des importations, surtout quand on dépend des saisons. Merci. Caroline, rapidement, que penses-tu? Es-tu optimiste? Est-ce que cela sera utilisé? Merci, Tyler. Quand on pense à cette question, je me demande où va tout cela commencer, cette force. Est-ce que ça sera du haut vers le bas, par exemple? Parce que ces fermes sont en train de s'élargir et on pourrait arriver à un point où le gouvernement devra se poser ces questions. Est-ce qu'on va soutenir l'élargissement des systèmes? On a besoin de collaboration avec le monde universitaire pour permettre la recherche qui serait la base pour prendre ces décisions. Donc, je pense que si le gouvernement désire réduire les incertitudes associées avec le développement de ces types de technologies, qui aura sans doute des compromis et des résultats indésirables côté durabilité. Si nous voulons aborder, inaudible, l'interprète s'excuse, on a un principe de précaution, voir ce qui se passe, faire les choses au pas par pas, sans investir directement, faire les choses au pas par pas, faire des projets pilotes, apprendre davantage sur ces choses, les comprendre mieux et après cela, on peut élargir les choses si on a suffisamment de soutien scientifique concernant leurs effets potentiels. Merci encore une fois au pas par pas et la gestion adaptative qui vient du document, c'est quelque chose que l'on devrait voir et espérons de le voir davantage à travers le gouvernement. Je voudrais remercier les 3 boursiers et aussi, remercier le collègue qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup pour avoir participé à la discussion. Je pense qu'il y a beaucoup de très bons contextes et quelques-unes des questions qui ont été posées dans le chat sont répondues dans le rapport. Donc, veuillez prendre la possibilité de télécharger le rapport, de le lire et ce rapport et beaucoup d'autres peuvent se trouver dans notre site web. Veuillez utiliser la possibilité de les regarder et suivez-nous dans les canaux des médias sociaux. Notre vidéo du webinaire d'aujourd'hui sera disponible dans le canal YouTube. Sentez-vous libre de le partager. Merci aux boursiers, au comité consultatif qui les a soutenus, aux bailleurs de fonds qui ont rendu ce projet possible. Merci beaucoup à tout le monde et bonne journée à tout le monde. Merci.